Merci donc pour cette invitation. Je vais peut-être me présenter un tout petit peu d'abord. Je m'appelle donc Yvon Madet, je suis professeur à l'université Pierre et Marie Curie en mathématiques appliquées. J'ai dirigé l'un des gros laboratoires de mathématiques appliquées de l'université qui s'appelle le laboratoire Jacques-Louis Lyons pendant 12 ans. Et c'est une unité mixte de recherche entre l'université Pierre et Marie Curie, maintenant aussi l'université Paris Diderot et le CNRS. J'ai été aussi président de la Société de mathématiques appliquées et industrielles et à ce titre donc intéressé par les relations industrielles. Dans le cadre de l'ANR, j'ai été chargé d'une ARP pour regarder justement les relations entre mathématiques et industrie et proposer des façons de collaborer à ce niveau-là. Et depuis quelques mois, je suis responsable du directoire de la recherche et de la valorisation, ainsi que responsable des relations industrielles au sein de la Fondation de sciences mathématiques de Paris, qui est le seul RTRA de mathématiques qui a été créé il y a 8 ans à peu près maintenant, je crois, et qui est devenu aussi un LABEX, en mathématiques. Voilà. Donc, je vais vous parler de l'expérience, et je vais commencer par un petit peu de pub, au sens où les mathématiciens ne restent pas dans leur tour d'ivoire, surtout quand ils sont appliqués, et que les applications, ça veut dire aller rechercher des applications avec les physiciens, les chimistes, les mécaniciens, mais aussi les entreprises. Et si l'on en croit cette citation de Werner von Siemens, que sans les mathématiques, c'est comme si on marche dans le noir, et bien donc on essaie d'utiliser cette citation-là pour aller vers les industriels et rechercher des contrats. On est conforté dans cette approche-là par une étude sur l'impact des mathématiques qui a été faite par l'agence Deloitte, qui dit que 10% environ des emplois britanniques sont portés par des formations en mathématiques et que ça rapporte quand même pas mal. Donc ce rapport Deloitte qui a été fait par une agence donc tout à fait extérieure aux mathématiques et au système de la recherche a rasséréné les mathématiciens et leur a dit qu'il était temps qu'ils sortent effectivement de leur tour d'ivoire et qu'ils aillent voir non seulement leurs collègues qui font de la recherche, mais aussi les collègues mathématiciens qui sont dans les entreprises et dans les industries pour montrer que les mathématiques sont au cœur de l'innovation. Alors, pour cela, il faut des idées, évidemment, des idées mathématiques. La rigueur mathématique et la modélisation mathématique sont à l'épreuve. Mais il faut aussi savoir, quand il s'agit de prestations de recherche, il ne s'agit pas de prestations de services qu'on envisage en tout cas pour le moment, c'est des prestations de recherche. Donc il faut savoir aller voir les industriels et trouver avec eux des défis intellectuels qui vont trouver un écho à l'intérieur des laboratoires. Et puis, il faut aussi se donner les moyens d'arriver à faire cette collaboration bilatérale. Alors, je ne parle pas de l'ANR, je ne parle pas des FUI, qui sont d'autres moyens d'arriver et d'abonder les laboratoires pour faire de la recherche appliquée. Et je parle réellement de collaboration bilatérale entre une équipe de recherche à l'intérieur d'un laboratoire ou éventuellement de façon un petit peu plus large et un partenaire industriel. Alors, se donner les moyens, ça veut dire trouver les bonnes personnes et les mettre aux bonnes fonctions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter simplement sur les chercheurs. Il faut trouver des ingénieurs mathématiciens qui vont être évalués par leur travail et non pas par leur publication. Il faut trouver des gens qui ont un bagage mathématique suffisant, de type Master 2 ou du type doctorat, mais qui ne vont pas avoir comme ambition de faire de la recherche, sinon ils vont être frustrés. Ils vont être à côté de la recherche, ils vont se poser à côté des chercheurs les mêmes défis intellectuels, mais ça va être des gens qui vont être là pour tenir des dates, écrire des rapports et fournir des codes en heure et en temps. Donc il y a même dans une prestation de recherche, il y a quand même besoin de donner des rapports et des résultats à certaines dates. Et donc il faut savoir aussi les rémunérer en conséquence, ce qui veut dire que sur le contrat, il faut trouver le financement correspondant.
Alors ensuite, ça n'est pas qu'un travail d'ingénieur, sinon c'est plus de la recherche et ça n'a pas d'intérêt de se faire à l'intérieur d'un laboratoire de recherche ou d'une unité mixte. Et donc il faut impliquer les chercheurs et trouver les moyens pour qu'ils soient à la fois satisfaits sur le plan intellectuel et qu'ils trouvent aussi un intérêt sur le plan de leur recherche. Alors pour découvrir les partenaires industriels, on peut compter sur son assise classique et au laboratoire Jacques-Louis Lyons, qui a été créé environ 25 ans et qui dans ses gènes avait les relations avec l'industrie, avec les grands groupes en particulier, du type EDF, Areva, CEA, même si ce n'est pas un industriel, mais c'est vraiment appliqué, l'IFP, des voituriers, PSA, Renault, etc. Donc ça n'a pas été très difficile à faire passer, mais ça, c'était des contrats qui se faisaient avec des gens qui travaillaient dans des laboratoires de recherche, où la recherche se faisait pratiquement de la même façon qu'à l'intérieur même de nos laboratoires, qui donnaient lieu à des encadrements de thèse, et donc ça se faisait par des partenariats de type thèse-cifre et contrat d'accompagnement. Donc j'ai voulu développer le passage à une autre dimension qui est celui de trouver des relations industrielles avec des petites et moyennes entreprises, celles qui n'avaient pas l'habitude d'avoir des connexions avec les mathématiciens. J'ai été incité par ça par un collègue mathématicien allemand qui a été l'un des premiers à fonder un institut Fraunhofer de mathématiques et qui prétend, et je le crois fortement, qu'il va voir n'importe quel industriel, il discute 1 heure avec lui et il arrive à trouver un contrat. Je pense que réellement, n'importe quel industriel, on arrive à le convaincre si on s'intéresse réellement à ses besoins, à ses défis, à sortir, à oser sortir le projet dont il sait que s'il arrivait à le poser, le formuler d'une façon ou d'une autre, il serait le roi du pétrole dans 3 ans, mais il ne sait pas le poser, il n'a pas le temps, d'accord? Et donc si on arrive au cours d'un déjeuner ou au cours d'une discussion à lui faire sortir ce projet-là et lui dire qu'on peut s'y intéresser, que ça présente un intérêt, et que d'autre part il y a des aides publics qui peuvent l'aider à s'engager dans cette recherche-là et qu'on arrive à le convaincre, ça marche. Donc ça demande du temps tout ça, et donc il faut avoir les bonnes personnes pour prospecter, pour aller dans les forums, pour aller dans les pôles de compétitivité, dégrossir le travail. Donc là aussi, c'est un travail d'ingénieur, c'est pas un travail de chercheur. Il faut que le chercheur arrive à la rescousse, arrive d'abord pour former l'ingénieur, pour lui dire quels sont les domaines de compétences du laboratoire en question ou des laboratoires dans lesquels il va y avoir des compétences de personnes qui vont être capables et qui vont accepter de jouer le jeu. Il faut des gens qui vont dégrossir les demandes, comme j'ai marqué ici, et ensuite il faut amener les industriels qui ont mordu à l'hameçon, il faut les amener à discuter un petit peu plus science pour voir réellement ce qu'on va pouvoir leur proposer et commencer à parler financement. Voilà. Donc, pour cela, il faut savoir dimensionner les demandes financières. Alors, entre évidemment les bourses cifres, où il s'agit d'une autre façon de faire de la recherche qu'on ferait sans doute de toute façon. On l'a fait avec un partenaire industriel parce que ça permet d'être sans doute plus appliqué, et certainement plus appliqué. Ça permet de former un jeune dans un cadre industriel, et donc dans ce cadre-là, en plus de l'allocation de recherche, on se contente de l'accompagnement qui est de l'ordre de, disons, 40 000 € par an. Ensuite, il y a la recherche partenariale qui donne néanmoins lieu à des publications, mais qui n'est pas dans le cadre d'une bourse CIFRE et qui permet là aussi de faire la recherche qu'on aurait sans doute de toute façon faite, avec peut-être pas tout de suite, mais avec un petit peu plus de temps, et sur lequel on arrive à se payer des voyages, à inviter des collègues qui vont travailler avec nous. Et puis là, on rentre dans le plus sérieux, c'est-à-dire la recherche partenariale sur demande, avec maintien de la propriété intellectuelle dans l'université, où là, bien évidemment, les coûts vont être supérieurs, et dans lesquels il va falloir payer des ingénieurs, parce que les ingénieurs, ils n'existent pas dans les labos de maths, des ingénieurs mathématiciens qui vont travailler sur ce contrat et qui vont nous aider à donner une dimension professionnelle vis-à-vis de l'industriel, hein, qui va nous permettre de passer le pas de la recherche
Et puis la recherche où la propriété intellectuelle est perdue, en tout cas dans le domaine de l'étude, et où là, il y a 4+, c'est-à-dire que les financements sont multipliés par 2, par 4, par 10. Hein. Donc il faut apprendre à gérer ces demandes-là et être ouvert, et donc c'est des choses qu'on a pu faire à l'université Pierre et Marie Curie grâce à la DGRTT qui ne savait pas non plus parce qu'il n'y avait pas beaucoup de contrats en mathématiques, et puis évaluer, il n'y a pas vraiment de matériel, il n'y a que des idées, il y a une propriété intellectuelle, mais comment l'évaluer? Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, grâce aux moyens qui ont été mis en place à la DGRTT, et puis évidemment, tout dépend de la personne qu'on a en face. On a eu des gens qui étaient de valeurs différentes. Maintenant, on a des gens très bien en face, qui sont capables de comprendre ce qu'on leur demande, qui restent à leur niveau de consultation et qui nous aident aussi à bâtir la partie juridique de la demande. Alors, quand je dis plus, c'est un contrat, par exemple, qu'on a eu avec une PME, Metrolab, qui est une start-up qui a été créée avec la RATP et Alstom, et sur lesquels on a eu, depuis 2 ans maintenant, plusieurs contrats de l'ordre de 200 à 250 000 euros pour 6 mois, ce qui est donc notablement supérieur à ce que l'on avait d'habitude, mais on perd la propriété intellectuelle. Il s'agit d'optimiser le métro parisien, donc on a fait une première étude de 6 mois, on leur a montré que le modèle mathématique qu'on leur proposait pouvait être mis en œuvre et permettait de répondre à certains problèmes. Le président de la RATP a été tellement convaincu qu'il nous a proposé de travailler sur l'optimisation du RERB, avec certaines facilités, mais je vois que les Parisiens rigolent, donc ils voient l'intérêt de l'optimisation du RERB, et donc on a proposé... Encore un qui comprend rien en maths, hein. Donc, non, le métro n'est pas sphérique et la ligne a bien une fourche. Et bien, elle a été simplement coupée à partir... La seule simplification qui a été faite, c'est qu'on n'a travaillé que sur la partie RATP du RERB, c'est-à-dire la partie en dessous de la gare du Nord. Mais il y a quand même pas mal de stations et on a réussi à proposer des solutions qui sont plus optimales que celles qui sont actuellement implémentées. Et donc on est en discussion avec la RATP pour savoir ce qu'ils vont en faire. C'est pas encore implémenté, donc ne rigolez pas trop si les problèmes ne sont pas encore tous résolus de ce côté-là. Voilà. Mais en tout cas, donc ça a montré que l'approche mathématique que l'on proposait permettait de tenir compte de toutes les contraintes d'un vrai réseau et proposait des alternatives viables qui permettaient d'avoir un meilleur confort utilisateur et une meilleure utilisation de l'infrastructure. Donc, j'en vois qui sont sceptiques. Néanmoins, on reparlera de ça plus tard. Hein. Donc, en tout cas, la RATP et Alstom sont très satisfaits de cette collaboration, et d'ailleurs qui a été prolongée, reconduite, et qui non seulement nous permet de travailler maintenant sur l'optimisation des tables horaires des métros, mais aussi nous permet de travailler sur la localisation exacte des trains, ce qui permet d'accélérer éventuellement le séquencement des trains, diminuer le temps d'attente entre certains trains en période de pointe. Voilà. Donc, des outils mis en place à l'UPMC, alors on en a parlé avec Paul qui a présenté ce qui se faisait autour de la DGRTT. Et donc, chaque discipline a sa spécificité, donc il faut accepter de passer du temps pour expliquer effectivement ce qu'on fait et ce qui va être mis dans un contrat. Alors au niveau de la Fondation de sciences mathématiques de Paris, là, donc je suis dans un laboratoire de modélisation mathématique par des équations aux dérivées partielles et de la simulation numérique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de proba et il n'y a pas de stats. Et quand vous allez voir maintenant les industriels, 2 demandes sur 3 portent sur les big data. Et les big data, c'est aussi des collaborations avec des informaticiens et pour l'intelligence artificielle en particulier, pour les statisticiens, mais aussi il y a la place pour les mathématiciens de façon plus générale, en dehors des statistiques, qui ont des choses à apporter pour appréhender les problèmes, les difficultés qui s'offrent dans le big data. Donc, à l'intérieur de la Fondation de sciences mathématiques de Paris, on a donc un réseau et de différents laboratoires, ce qui permet de mettre des compétences de mathématiques
mathématiques, et même des maths pures peuvent être intéressés à des collaborations industrielles pour s'intéresser à des problèmes posés par des demandes industrielles bien spécifiques. Les mathématiques ont, vous devez le savoir, la bonne pratique d'être assez coordonnée au niveau national par le CNRS, qui fait que l'ensemble des mathématiques essaie d'agir de façon assez concertée. Et il y a eu une demande d'un LabEx qui s'appelle le LabEx AMIES pour les relations entre les mathématiques et les industriels, qui permet aussi de coordonner un petit peu les pratiques et de voir comment, d'une part, on peut aborder les industriels et avoir des demandes qui sont à peu près cohérentes. Ce que vous disiez tout à l'heure au niveau des plateformes, nous n'avons pas de plateforme, mais nous essayons néanmoins de nous coordonner pour savoir comment donner le juste prix à une prestation intellectuelle. Voilà, je vous remercie. Merci Yvon. Ce que tu as pas dit, alors je pense que c'est le témoignage montre que en fait, quelles que soient les disciplines, en fait, il y a des possibilités de travail avec l'entreprise, mais ça on le savait, qui peuvent rentrer dans le cadre général. Simplement, c'est, je dirais, la tarification qui est un peu différente. Est-ce que justement sur la question qu'on posait tout à l'heure de la plus-value, comment vous mesurez la plus-value? Parce que là on est vraiment sur un exercice qui est extrêmement intéressant, y compris par exemple pour des collègues qui seraient des sociologues, je regarde, etc., où on a un know-how qui est vraiment important, où vous vous basez sur ce know-how, et comment on ajuste ça par rapport au juste prix avec l'industriel. Alors, là-dessus, je prends un petit peu exemple à ce que mon collègue Helmut Neunzert, qui a monté donc ce Fraunhofer à Kaiserslautern, me disait. On évalue à peu près le coût, c'est-à-dire, je vous ai dit qu'il fallait des ingénieurs, ces ingénieurs n'existent souvent pas dans les laboratoires de mathématiques, donc ça a un coût. Ça a un coût, et ça a un coût aussi parce qu'il faut les financer même pendant qu'il n'y a pas de contrat. Parce que ce n'est pas au moment où on a le contrat et qu'on doit le réaliser dans 6 mois qu'il faut se dire tiens, j'ai besoin d'ingénieurs. Si on a besoin de 2 ou 3 ingénieurs, il faut qu'ils soient prêts. Et donc pour ça, il faut accepter de les avoir financés pendant une période supérieure à la durée du contrat. Donc déjà, on commence à évaluer le nombre d'ingénieurs qu'il va falloir mettre sur cette affaire-là, en plus des chercheurs. La DGRTT nous aide au sens où elle nous donne une évaluation du coût chercheur. Voilà, et on multiplie ça par 2. Au mois. D'accord. Comme voilà. Ça, c'est clair. Comme ça, c'est fait. Mais ça veut dire quand même que l'établissement, pour pouvoir mener cette activité partenariale dans le domaine des maths, prend un risque sur l'embauche, parce que je pense que c'est l'UPMC qui embauche, sur CDD ou sur CDI, un certain nombre d'ingénieurs de maths qui sont destinés au partenariat. Voilà, donc pour le moment c'est sur CDD, donc le risque est limité, puisque la durée du CDD est limitée à la réalisation du contrat à plus, avec renouvellement possible. Alors évidemment sur CDD ça peut commencer à poser des problèmes, mais là la DGRTT a une écoute intelligente de nos problèmes, et ce que j'aimerais, c'est trouver les moyens justement par la multiplication par 2, donc l'assurance à force de contrats accumulés, de pouvoir financer des ingénieurs sur CDI, qu'on puisse réellement les avoir sur CDI. Alors, ce qu'on fait au niveau de l'établissement, et c'est en particulier très vrai dans le secteur biomédical, où entre les investissements d'avenir, il y a beaucoup de gens qui ont été embauchés en CDD sur des choses très spécialisées. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des contrats de travail où il est explicite que les personnes peuvent avoir à changer de laboratoire, etc., si jamais les contrats sur lesquels sont basés les salaires viennent à expiration. Et après, on regarde sur la durée quels sont les secteurs où il y a suffisamment de contrats pour alimenter éventuellement des CDI. Donc, et ensuite, au fur et à mesure des années, même si on est très limité là-dessus, on essaye de stabiliser de passer une partie des gens qui sont en CDI sur ressources d'État. Donc on a une politique globale là-dessus, et donc les mathématiques sont qu'un des cas où c'est à faire, quoi. Olivier. Moi je suis mécanicien des fluides numériques. Donc c'est vrai qu'on a des problématiques extrêmement
proche, hein, puisqu'on fait des modèles et on fait de la simulation numérique. Sur des trucs périodiques? Oui, par exemple sur des sphères, en plus. Non, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on a un avantage, c'est qu'on travaille aussi avec les mécaniciens des fluides, expérimentateurs, etc. Donc on n'a pas peur de mettre des chiffres relativement élevés vis-à-vis des partenaires industriels. Et quand on travaille avec nos collègues mathématiques appliquées, on trouve qu'ils sont vraiment pas chers. Et c'est vrai que c'est ça, c'est que comme nous, on a l'habitude en mécanique des fluides de leur vendre aussi des prestations de services avec de l'expérimental ou autre, on n'a pas peur, quand on va leur faire des études, même papier, de leur afficher des coûts qui soient relativement élevés. Alors, le principe, c'est à peu près le même, hein, c'est-à-dire tout de suite de mettre très vite le coût des permanents avec un coefficient 1,8, plus le coût des post-doc, parce que ce que tu appelles ingénieur, mathématicien, nous, c'est des post-doctorants en général, sur lequel on applique tous les coûts d'environnement du laboratoire. Et c'est pas anodin, je veux dire, le réseau, on a aussi un service de soutien au calcul scientifique, les coûts, etc., etc. Et donc ça, c'est des choses qu'on a estimées. Et puis après, il y a une question, c'est est-ce qu'on leur fait payer le coût de calcul gratuit ou pas? Parce que ça, c'est une vraie question aussi. C'est-à-dire, quand on est avec un partenaire industriel, on a par exemple le CalMIP, qui est financé par ou bien Gensi. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de faire payer à l'industriel le temps CPU qui a été utilisé dans ce contexte? Voilà, donc, et en fait, au bout du compte, le coût peut être très largement supérieur à le coût global réel, effectif, parce que c'est ce que je dis là, ça n'est que l'agrégation des coûts réels que met l'université et la communauté académique pour faire ce travail, il peut être très important. Nous, ce qu'on a trouvé, voilà, simplement quand on travaille avec nos collègues mathématiciens, on trouve qu'ils se sous-évaluent, ils vont tellement vite quand ils bossent qu'en 3 jours, ils font ce que nous, on dit ne pas faire avant, on a 22 mois pour le faire, quoi. Oui, mais effectivement, les coûts que je propose et que j'ai réussi à négocier avec les industriels, ils ont été d'abord un peu étonnés venant d'un universitaire que je sois gonflé comme ça. Et après, ils ont dit, finalement, dans les écoles, c'est à peu près le même coût. Hein. Donc, ils ont accepté, premièrement. Et d'autre part, j'essaie aussi, à l'intérieur d'Amiès, de montrer que la plupart des contrats sont négociés beaucoup, beaucoup trop bas. Voilà. Il faut savoir, pas se vendre, mais il faut savoir donner la juste valeur de l'input qu'on donne aux industriels. Et puis il faut surtout savoir que les industriels connaissent très bien les coûts et oui. donc quelque part il faut qu'ils arrêtent de jouer. Oui, et que, voilà, c'est tout. S'ils vont à Stanford ou à MIT, ils discutent pas. Hein. Oui. Et c'est les mêmes services qu'ils auront. Donc, non, mais, c'est arrivé que des industriels ne prennent pas une offre de contrat à l'UPMC parce qu'ils avaient une offre beaucoup plus chère dans une université anglaise et qu'ils trouvaient que si on leur proposait si peu cher, c'est qu'on n'était pas sérieux. Ça c'est quand même une réalité. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure quand même. Hein. Obligation de moyens, obligation de résultats. C'est qu'il y a quand même un très grand avantage quand on brade, c'est que c'est forcément qu'une obligation de moyens. Quand vous commencez à demander un montant qui est 10 fois plus élevé, l'industriel il va être un petit peu plus attentif au retour quantitatif de ce qu'il va avoir par rapport à ce qu'il a demandé. Donc là, il y a aussi un risque quand même. Plus on monte la note, plus on va les voir venir si on n'a pas exactement fait ce qu'on avait promis qu'on allait faire. Peut-être pour lancer, on a une bonne demi-heure pour discuter. Moi, c'est pas une synthèse, mais ce qu'on a vu, c'est que l'a priori, pour pouvoir aller au juste prix, c'est la comptabilité analytique qui est à mettre en place dans nos établissements pour pouvoir mesurer les coûts réels. Et que cette comptabilité analytique, on ne l'a pas forcément, et qu'on peut avoir une difficulté dans cette comptabilité analytique quand on est dans des unités mixtes, pour avoir l'ensemble des coûts afférents au fonctionnement de la recherche dans certains cas. Donc ça, c'est quand même un préalable pour aller vers le juste prix. Que derrière, je le redis, hein, des instituts Carnot, hein, qui ne sont pas des structures à l'intérieur de nos établissements, ont maintenant des habitudes qui datent. Les instituts Carnot, on doit être à 9 ans maintenant d'Institut Carnot, 8 ou 9 ans. C'est ça, 8 à 9 ans d'Institut Carnot, que quelquefois on ne repère pas assez que les instituts Carnot qui sont dans nos universités ont mis en œuvre, parce que quelquefois il y a eu des UMS, il y a eu différents types de supports, l'ensemble de ce que tu nous as montré qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire ces grilles de codification qui, même s'il n'y avait pas l'analytique, ont été recherchées pour faire de l'analytique. Mais on a un besoin de ce côté-là.
Par contre, on peut rouvrir le débat sur la problématique de l'amortissement et de l'amortissement des investissements qui sont faits par rapport aux subventions, parce que ça, c'est pas complètement évident d'intégrer ça ou pas dans les coûts. On a vu qu'on pouvait, mais ça on le savait, dans certains domaines, avoir un pool de personnel qui vont être dédiés plutôt sur emploi contractuel à la prestation de services ou à la réalisation de contrats. C'est déjà le cas, mais il y a peut-être une vigilance à avoir, notamment sur les personnels qui sont là. Moi j'ai noté autre chose, c'est que je reprends une remarque parce que sur ce qui est de la gestion pluriannuelle, je pense que c'est une question qu'on se posera moins quand on sera tous passés à la GBCP, qui pour ce type d'action va nous donner un échelonnement pluriannuel. Alors il va falloir que ça se mette en place, hein, mais va nous donner sur des actions de ce côté-là l'autorisation d'engagement au moment du contrat, et puis les crédits de paiement et la réalisation des crédits de paiement sur du pluriannuel, ce qui simplifiera la gestion de ces contrats partenariaux en pluriannuel normalement, parce que là c'est vrai que les mécaniques sont différentes dans nos établissements et là on devrait avoir quelque chose qui simplifie les choses. Il faudra juste qu'on s'approprie bien les mécanismes d'AE et de CP et de GBCP dans nos établissements, mais je crois qu'on va être obligé de le faire assez vite. Voilà, maintenant je vous... J'avais quand même un commentaire, ce que je trouve intéressant, enfin, pour moi de nouveau, par rapport à ce que je connaissais, c'est un peu la remarque sur ce que tu appelais le savoir-faire, comment valoriser le savoir-faire, et je me disais que finalement, une autre façon de le faire, ça serait de défendre un financement du ressourcement. Parce que quelque part, quand nous, on est déjà, ce qui est un énorme progrès, hein, on est quand même déjà arrivé à défendre dans nos laboratoires qu'il fallait travailler au coût complet. Or, le coût complet, on le voit pour les matériels, il y a l'amortissement et la jouvence, et on parlait bien d'amortissement et de jouvence. C'est quoi la jouvence pour le personnel? En plus de l'EO, c'est aussi le ressourcement. Et donc, quelque part, l'industriel, tu ne dois pas lui faire payer que le coût coûtant du travail à l'instant T, tu dois aussi lui faire quelque part faire payer l'accumulation de savoir que tu as eu pour faire ce travail. Et le ressourcement du Carnot, il est dans cet esprit-là. Donc moi, je ne trouverais pas choquant qu'on rajoute dans nos contrats un pourcentage qui serait ressourcement pour... Enfin, tu vois, implicitement, alors il pourrait être inclus dans le 1.8 ou pas, mais je trouve qu'il y a une vraie idée quand même de, comme tu disais, le savoir-faire, comment le valoriser, ou bien le faire via un ressourcement dans nos contrats. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qui, en tout cas pour ce qui me concerne, manque dans notre fiche de coût. J'avais aussi une dernière remarque, si je peux le dire quand même, c'est qu'on a été, nous, terriblement fragilisés quand même par les IRT. Hein. Moi, je rappelle quand même que les IRT, le schéma économique des IRT, c'est une insulte aux universités, parce que le coup de dire... le coup de dire vous mettez vos personnels à 100%, vous remboursez machin 60%, enfin je sais pas, rappelez tous pataquès qui sous-entendait que finalement nos personnels nous coûtent et ne nous rapportent rien entre guillemets quand ils travaillent, c'est extrêmement difficile après de travailler avec nos laboratoires. Enfin c'est juste un petit message qui fait que c'est quand même très compliqué après d'expliquer qu'effectivement le coût d'un chercheur c'est 1,8 fois son salaire dans la réalité, qu'il y a des coûts d'environnement, etc. Alors que quand il va à l'IRT, et que l'IRT nous rembourse généreusement le salaire chargé et nous demande après de reverser 40%, c'est quand même assez fascinant. Ben, voilà, alors, il y a peut-être une petite différence juste sur les IRT. C'est en effet, si on parle de modèle usine à gaz sur la mise à disposition et le coût qu'il y a là, il y a quand même une petite chose qui est différente. C'est que l'IRT, jusqu'à preuve du contraire, on y est actionnaire. Bah, ça veut dire qu'à un moment donné, sur les contrats qui sont passés et sur les échanges qui sont là, donc ça dépend. Regarde bien les règles de pays des IRT, tu verras que le retour, il est vers les industriels, il n'est pas vers les académiques. Hein. Oui, mais on a une vraie difficulté parce qu'en effet, ça casse le modèle dans d'autres partenariats avec les industriels pour lesquels on avait l'habitude de contractualiser. Nous, on a eu... C'est que les discussions sur les mêmes industriels qui passent via l'IRT, ça devient extrêmement dur de leur rappeler 60% du salaire. Peut-être même pour élargir sur ce point-là, tu as les IRT et tu as aussi tout ce qu'on voit passer maintenant en subvention. aussi. Ça va, Guy?
Non, mais parce que là, t'es écarlate, hein, vu d'ici. C'est les IRT. Voilà. Donc les IRT. Non, mais il y a aussi tout ce qui se passe et où on n'est pas assez vigilant et où c'est codifié. C'est au travers des ANR partenariales avec les entreprises, pour lesquelles on défend certainement moins bien le modèle de coût supporté par l'université. Et on voit très bien le balancier des industriels, pour lesquels moi j'ai moins de contrats de recherche cette année, en volume, hein, puisqu'on va faire les comptes financiers, mais on s'aperçoit qu'on a plus de subventions. Et quand on regarde dans le détail, eh ben on a des Labcom, on a des industriels qui ont trouvé un moyen de cofinancement plus intéressant via des programmes de type ANR ou locaux que le partenariat direct. Donc, et là, quels sont nos modèles ? On a un exemple, l'appel à projet Labcom de l'ANR. On a pu mettre en place, nous, effectivement, à Pau, un labo commun avec les laboratoires Urgo. S'il n'y avait pas eu, effectivement, le levier de l'ANR, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu négocier ce qu'on a négocié avec Urgo, et en particulier en termes de retour de royalties. Mais comme il y a un ticket d'entrée de l'ANR sur les 3 premières années, on va s'y retrouver. Quid de la suite, effectivement, des événements avec eux. C'est l'État, globalement, qui ne s'y retrouve pas, c'est ce que tu dis. C'est exactement ce que je dis. Oui ? Moi, je voudrais poser une question, je dirais, un peu plus sur la vision d'avenir. C'est-à-dire que là, on parle le juste prix. J'entends tous les modèles qui ont été évoqués. Je suis président de l'Université du Havre, une petite université avec des modèles un peu différents. La question, c'est quelles conséquences dans le dialogue avec la tutelle, dès lors qu'on est capable de valoriser des personnels financés par l'État, multipliés par 1,8, donc ça crée des marges, etc., etc. Donc, est-ce que finalement, quelles conséquences avec notre tutelle, avec nos financeurs régionaux, puisqu'ils nous financent aussi des équipements, parfois on est avec nos industriels régionaux qui nous disent écoutez, oui, mais vous nous faites vous valorisez une valeur de matériel, mais ce matériel il a déjà été payé par la région. Enfin, voilà, il y a derrière ça quel élément de conséquence sur cette problématique des marges. Hein. Tout à l'heure en mathématiques, on voit les plus. Quel modèle finalement on est en train de construire dans cette détermination du juste prix? Mais là, je pense que ça fait le rebond sur une question qu'on avait commencé à aborder, c'est est-ce qu'on doit, à l'intérieur de la tarification, poser l'amortissement ou pas du matériel? Et de ce point de vue-là, alors je ne sais pas, il y a peut-être d'autres modèles. Assez souvent, dès qu'on est sur du mi-lourd, ce sont des équipements qui, dans la plupart du temps, sont acquis dans le cadre de CPER. Et que de ce point de vue-là, nous, la région, nous dit très clairement, nous, on veut que le matériel que l'on cofinance soit un matériel qui soit ouvert vers l'extérieur. Notamment vers, et ça va, à mon avis, être de plus en plus ce modèle sur le socio-économique. Est-ce que ça ne nous empêche pas, pour autant, d'avoir une politique de facturation de l'amortissement d'une certaine manière à l'intérieur? Peut-être pas pour la totalité, mais peut-être en partie. Il y a au moins la jouvence, si tu veux, à mon sens. Après, il y a certainement une discussion, mais au moins la jouvence qui peut être relativement lourde, hein, qui peut être mis dedans. Je donne un exemple dans mon domaine, dans mon ex-vie, service commun de RMN dont je m'étais occupé. On avait une partie de la jouvence qui concernait l'électronique et les sondes, sachant que l'aimant, chez nous, quand on l'achète, il peut durer très longtemps. Mais on a quand même besoin de renouvellement à 5 ans, parce que c'est plutôt maintenant à peu près ce rythme-là, à 5 ans d'une partie de l'électronique. Et ça, on le facturait. Ça ne fait pas le million d'euros ou les 2 millions ou 3 millions d'euros de la machine, mais ça fait quand même quelques centaines de milliers d'euros sur 5 ans à amortir. Mais ça, je pense qu'il y a une négociation aussi à avoir avec... Mais il y a plusieurs aspects dans cette question, parce que déjà, sur l'argent qui va être récolté sur ces contrats, une partie va revenir au laboratoire pour lui permettre d'avoir une politique scientifique, etc. Donc ça, c'est quand même un plus.
Dans le modèle de répartition des budgets d'université, les mètres carrés recherche ne sont pas pris en compte. Donc forcément, nous, on est hébergeurs de 95% de nos laboratoires, hein, qui sont par ailleurs des unités des UMR avec le CNRS, l'INSERM, etc. Donc on a forcément des coûts d'infrastructure, des coûts de jouvence des bâtiments et tout ça qu'il faut bien arriver à financer d'une façon ou d'une autre, et on a du mal. Et puis après, sur les plateformes, si on veut rester compétitif, il y avait eu une discussion toujours l'an dernier sur la réunion du réseau des VP Recherche sur quel va être le futur de nos plateformes, parce qu'on a eu des financements d'investissement d'avenir, les Equipex, etc. Les machines vont devenir obsolètes, et les besoins pour avoir des plateformes adaptées au niveau national, si je me souviens bien les chiffres, hein, Claude, je crois que tu étais là, tu pourras me détromper, me corriger si je me trompe, c'est que c'est 3 fois ce que le CNRS et les autres sont prêts à mettre pour garder le niveau des plateformes sur 10 ans. Donc il faut bien qu'on arrive aussi à financer ça. Nous, on avait essayé d'investir sur les plateformes un petit peu de l'argent de l'université, mais sur le long terme, on n'y arrive pas, parce que après, il faut réparer tel bâtiment, etc. Donc là je pense que c'est presque une question de survie, en fait, d'être capable de faire ça, de prévoir une partie de la jouvence, et d'acheter aussi des nouvelles plateformes, parce qu'il y a des choses nouvelles qui sortent tout le temps. Donc si on veut rester compétitif au niveau international, on n'a pas le choix. Oui, pour compléter le propos de Paul, effectivement, on a eu cette discussion dans une table ronde au niveau des TGIR en particulier, des très grandes infrastructures de recherche, avec l'idée que pour ces très grandes infrastructures et ces très grands investissements, de toute façon, il était notoirement insuffisant de prévoir de l'amortissement et de la jouvence inclus dans les contrats d'usage de ces plateformes. Il fallait forcément que ce soit des modèles apportés ou confortés par la subvention publique. Mais au-delà des TGIR, il y a toutes les plateformes, disons, en mode un peu intermédiaire, voire des plateaux techniques plus modestes, pour lesquels, là, même les CPER, je vais parler de l'investissement essentiellement concerné par les crédits CPER, il l'était peut-être, mais au vu des montants de CPER qui existent maintenant, de toute façon, même pour ces plateformes scientifiques d'envergure intermédiaire ou des plateaux techniques plus modestes, on n'aura pas l'intégralité des crédits CPER pour permettre la jouvence de ces matériels. Donc, à mon avis, il faut même plus se poser la question. Il faut forcément, dans les modèles de coûts, introduire une part à définir, mais une part liée à la jouvence et aux amortissements. On n'a plus le choix économique, je veux dire. C'est ce que je dis. Le tout, c'est quelle part on introduit. Hein, on peut aussi prendre une règle, c'est d'introduire que 50% du coût, parce que souvent, j'explique le pourquoi, parce que c'était une discussion qu'on avait avec la région, en disant que de l'autre côté, c'est un financement de l'État, mais que ce financement de l'État, moi je le dis comme ça, il vient là pour financer notre mission de service public, et que je rappelle que l'État ne nous donne pas en direct d'investissement. Donc c'est au travers de ce mécanisme-là, et c'est une enveloppe globale qui est donnée aux établissements pour et en service public, on fait de la recherche. La région, elle, par rapport à ces nouvelles modalités, ça avait été assez bien entendu, va avoir une prérogative de développement économique. Donc elle vient mettre 50% sur les développements économiques. Donc c'est assez logique que l'amortissement côté État, enfin qu'on prenne en charge la moitié de l'investissement et de l'amortissement dans le cadre des contrats. La totalité, alors ça c'est entendu par la région par rapport aux industriels locaux. Parce qu'après les grands groupes c'est autre chose, on négocie enfin on le sait tous, hein, on négocie avec Total ou d'autres groupes sur d'autres bases que celle-là, hein, ils ne sont pas, c'est pas ça leur problème. Mais là sur les industriels locaux et le soutien, on peut inclure ça. Il ne faut pas oublier, mais ça a été évoqué, qu'il y a quand même une autre limite, mais ça c'est sur les prestations de services, c'est le marché. Je rappelle que par exemple dans le domaine des analyses physico-chimiques, il y a un centre du CNRS sur Lyon qui doit toujours exister, qui est ouvert aux industriels. Il y a des entreprises, je ne vais pas les citer là, mais qui font de la prestation de services physico-chimiques ou dans d'autres domaines, et qu'on doit faire attention à ce niveau-là. La seule chose qu'on peut valoriser en plus, c'est la matière grise par rapport à eux. Parce qu'eux, ils sont sur la prestation de services, nous, il y a peut-être une plus-value matière grise à mettre en œuvre. Je rebondis sur votre commentaire. J'entends bien l'argument des entreprises vis-à-vis du 50% et la balance région
l'habitude de traiter. C'était l'argument de la région. Hein. Oui, il y a des entreprises aussi qui connaissent un peu ces arguments. Il ne faut pas oublier non plus qu'à l'inverse, les entreprises, en contractualisant avec les universités, vous l'avez dit en introduction, double leur crédit impôt recherche, et donc quand ils mettent 100, en fait, ça ne leur coûte que 40. Donc voilà. Mais nous, on pourrait demander très légitimement que les entreprises nous disent ce qu'elles ont comme crédit impôt recherche par rapport aux contrats qui sont mis là. Parce que ça on ne le sait pas. On ne sait pas si elles le valorisent, parce que nous, on pourrait aussi, quoi qu'on pense du CIR, être proactif pour leur dire, notamment pour les plus petites, qu'elles peuvent valoriser ça dans le cadre du CIR, parce que certaines ne le savent pas. Puis c'est des mécanismes un peu compliqués, elles ne montent pas le dossier, donc on peut aussi les aider à monter ce type de dossier. C'est ce qu'on fait en maths. Ouais. En maths, on a réussi à avoir des contrats parce qu'on les a informés et aidés à monter le dossier CIR. Voilà. Et du coup, savoir aussi ce qu'elles touchent au niveau du CIR, parce que dans une négociation que nos services peuvent avoir avec les entreprises, on peut leur dire de temps en temps, mais attendez, oui, c'est tel montant, mais de l'autre côté, vous récupérez en termes de subventions ou de non-paiement, parce que c'est plutôt du non-paiement le CIR, hein, de non-paiement, une part non négligeable. Avec le problème que souvent, le service avec qui on négocie, c'est pas lui qui touche le retour et donc ça, quelquefois ça pose aussi des problèmes un peu compliqués. Ça dépend de la taille des entreprises. Sur les grosses entreprises. Oui, effectivement, à EDF, les rapports qu'on a sont que c'est pas du tout valorisé au niveau des équipes qui travaillent avec nous. Ils ne voient pas du tout le CIR, le retour du CIR. Par contre, quand on travaille avec des PME ou des SME, là... Mais nous le retour là-dessus... Enfin, on est quand même des opérateurs de recherche de l'État et on pourrait s'attendre à ce que l'État nous fasse un retour sur le CIR qui est payé, parce que je rappelle que la plupart de ces dossiers-là sont instruits sur un périmètre territorial, me semble-t-il, et donc les autorisations sont données sur un périmètre territorial. Donc sur ce périmètre territorial sur lequel on agit au moins vis-à-vis des plus... Alors c'est vrai qu'on n'ajoute pas que sur le périmètre territorial, mais on pourra avoir aussi un retour là-dessus sur les entreprises qui font du CIR et pour quel montant. Parce qu'elles le font quelquefois... Puis je rappelle que c'est nos collègues, en règle générale, qui sont sollicités pour valider les dossiers de CIR. D'autres questions, d'autres remarques? Donc, parce que nous, on va essayer avec Christine de mettre un certain nombre de points. Je pense qu'on n'a pas, je crois, ta présentation. Si maintenant, voilà. Donc on va hein, voilà, mais qu'on va diffuser à l'ensemble des présidents dans un compte rendu qui est là, en mettant, je pense, redire les questions qu'on s'est posées ici. Il y a certainement une des questions qui est croisée, mais de manière globale avec tout ce qui est partenarial, c'est la question de l'emploi. Parce que ça, si on veut développer nos activités, là, il faut qu'on regarde ces modèles-là. Une question qu'on n'a pas abordée, là, c'est celle avec les SAT. Parce qu'un avantage des SAT, mais en faisant attention à ça, et de temps en temps, hein, c'est un modèle dans la SAT Grand Est. Même si nous, on ne met pas nos contrats à l'intérieur, l'Université de Bourgogne, mais il n'y a pas de représentant, depuis très longtemps, avait eu une SAS dans laquelle les contrats étaient gérés par cette SAS, qui a intégré la SAT, et derrière l'emploi des personnes. Donc ça pose des questions, hein. On a une diversité de modèles par rapport à ça, mais qui permet par exemple de résoudre des problématiques pour nous d'emploi sur des contrats industriels et sur des plateformes. Mais après, il y a là, il faudra voir avec la commission des moyens, ce sera certainement en prolongement de ce séminaire, comment ces problèmes juridiques sont réglés, parce que pour moi, je ne sais pas pour vous si c'est clair, c'est pas toujours très clair que si la SAT emploie des gens qui vont dans nos labos, si c'est parfaitement légal. Je vois un juriste au bout qui tremble un peu de ce côté-là. Vas-y.
a priori, c'est légal sans aucune difficulté tant qu'il n'y a pas de contentieux de rupture de contrat. C'est après, s'il y a une rupture de contrat à la SAT, que la personne ne se retourne pas en disant mais en fait, de fait, j'étais dans l'établissement et j'aurais dû être assimilé à un contractuel droit public. Donc après, le système à reprendre. C'est tout. Mais c'est pas illégal en soi. Non, non, c'est pas illégal en soi. Et il y a le problème de la PI aussi. Parce qu'il faut qu'elle soit écrite de manière différente, parce que quand tu fais un contrat de ce type-là, à qui va la PI? Elle va... ou s'il y a des problèmes de PI? Ça, c'est... Non, tu dis non? Non, non, je sais pas, là-dessus, je soufflais. Non, c'est Guy qui dit non, qu'il n'y a pas de problème, mais moi, ça me semble... Ah non, c'est pas moi qui dis non. Hein, c'est Guy, peut-être. Guy, tu voulais faire un commentaire là-dessus? Parce que je te vois... Non, je ne fais pas de commentaire, mais de toute façon, normalement, c'est réglé par la SAT. La question de la PI, elle est réglée par la SAT. Ça tombe plutôt bien. Hein. C'est mieux de faire ça à une SAT que de faire ça avec une association comme ça existe. Non, moi je dis pas. Moi je pensais pas aux associations. Je pensais, si tu veux, c'est pas la même chose quand tu es l'employeur direct de la personne. Ce qui est fait là avec des CDD qui sont dans l'université, que quand c'est la SAT qui emploie. Non, moi la question que j'avais, c'était l'autre question, c'était, mais je sais pas, j'ai pas assisté à tout, donc je peux dire des choses qui sont peut-être hors propos. La question, c'est que les SAT maintenant sont en train de toutes monter en puissance. Elles ont une très grosse activité quand même globalement sur le territoire français, sur le domaine de la maturation. Et sur le domaine de la maturation, elles embauchent de facto un nombre de personnel important sur cette activité-là. Donc globalement, les SAT vont embaucher un nombre important de personnel qui vont être des CDD. Tout à fait. Et donc cette montée en puissance de ces personnels-là, je dirais que d'un certain côté, ça évite que dans les établissements, on ait ces CDD-là pour toutes les raisons, ainsi de suite. Donc quelque part, il y a un transfert de la précarité qui a été fait. Enfin, moi, je l'analyse un peu comme ça. La question va se poser à un moment donné sur les systèmes, quand les systèmes vont être pour des SAT qui pourraient se retrouver suite aux évaluations et ainsi de suite, ou liés au modèle économique qu'on sait quand même extrêmement compliqué au niveau de la SAT, sur une position de déséquilibre. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'effectivement, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des personnels qui vont être dans des situations de recours, ainsi de suite. Donc moi, les inquiétudes, je ne les ai pas en ce moment. Je les ai probablement dans les 2-3 ans à venir. D'une part, parce qu'on va arriver à des périodes où, au bout des CDD, c'est les CDIsations, ainsi de suite. Et deuxièmement, parce qu'il va y avoir un risque potentiel dans certains domaines de rupture de contrat. Tout à fait. Mais, sur la question précise que tu as posée, nous on y est déjà confrontés dans le cadre de la maturation. Parce que s'il y a un apport spécifique de la SAT, tu vois, des personnels SAT, dans le cadre de cette maturation, il peut y avoir un impact sur la PI. Donc ça, c'est déjà un sujet qui est également le même dans ce que tu dis quand la SAT héberge des plateformes hautes. Mais honnêtement, comme c'est après la SAT qui est censée valoriser et gérer notre pays, moi, j'ai quand même pas trop d'inquiétude. Enfin, il faut être vigilant, mais honnêtement... C'est pas tout à fait de la même oui, non, mais c'est pas la même chose, je suis d'accord. Non, mais c'est pas la même pays. Dans un cas, tu as volontairement fait que la maturation se passe dans la SAT, qu'elle se développe dans la SAT, et il y a un transfert de pays qui est fait, une valorisation de pays dont toi, tu veux le faire. Dans l'autre cas, quand tu es dans le cas d'un contrat de recherche et que tu as des problèmes alors c'est plutôt des problèmes de transfert non voulu de propriété intellectuelle dans le cadre du contrat vers l'industriel, parce que ça arrive quand même de temps en temps aussi où il te pique un peu des choses, c'est un tout petit peu différent. Je suis d'accord que c'est pas simple, surtout qu'en général, quand tu as un contrat de ce type-là, tu as du personnel SAT, et tu vas avoir probablement des chercheurs qui vont participer à l'encadrement de ces personnels. La question, c'est quand même comment veiller à ce que tu gardes l'API qui est liée à la créativité de tes enseignants-chercheurs qui participent. Donc d'après moi, c'est vraiment cette partie-là sur laquelle il faut être extrêmement vigilant. C'est quel est l'input continu que va faire le laboratoire en encadrant ces personnes. C'est pas en les hébergeant, ça à la limite c'est neutre, mais c'est surtout en les encadrant et à ce moment-là en générant de l'innovation. Et c'est là où là je suis d'accord que c'est pas très très simple. Peut-être moi j'ai une dernière question, alors elle s'adresse aux gens de la tribune. Il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué et qui fait partie pourtant du juste prix, c'est quel prélèvement sur les contrats de recherche pour assurer l'activité support?
C'est quand même une réalité. Est-ce que c'est... et j'enlève la partie gestion, hein, où vous pouvez faire la part de gestion là-dedans. Est-ce que c'est 10, 15, 20, 25% de prélèvement, parce que c'est quand on est du côté directeur du MR ou chercheur, on le voit comme un prélèvement odieux et scandaleux au départ, avant qu'il soit expliqué. C'est quoi la part pour pouvoir faire tourner la DGRRT de ce côté-là? Nous, on est passé à 15% depuis l'an dernier. Qui inclut les frais de gestion. Oui. Et c'était à peu près ce qu'on a calculé, même si ça reste encore un peu limite basse. Mais alors après, la question aussi, c'est de discuter avec les différents partenaires pour pas qu'il y ait du dumping interne dans nos UMR entre des gens qui prendraient les contrats à zéro. Le CNRS, l'INSERM. L'INSERM, par exemple. Et puis le CNRS, par exemple, chez nous, c'est aligné sur les mêmes prélèvements en principe. Sur les mêmes prélèvements. Oui, on est à peu près dans les mêmes eaux. Dans les mêmes eaux. Ouais. Et là, le modèle est rentable, parce que de l'autre côté établissement, parce que là, vous renforcez... parce que l'autre question, c'est combien tu as de personnes qui sont sur ces contrats, à l'échelle que tu nous as montré, parce que tu ne l'as pas dit. Alors la DGRTT, ça fait 70 personnes à peu près, dont je pense à peu près la moitié sont financées à partir des revenus, des contrats, aussi bien publics que privés. Ah oui, donc c'est plus large, parce que tu as aussi l'Europe et... on a aussi l'Europe et l'ANR. Enfin, l'ANR avec 4%, c'est pas là que tu vas chercher. C'est pas là qu'on va chercher beaucoup de... C'est l'Europe. L'Europe, oui. On est dans la même problématique. Bon, on voit qu'il est midi, vous avez faim, c'est ça? Juste un mot sur les prélèvements. Ouais. À Pau, on a fait la dichotomie entre les programmes de recherche et les programmes de prestation de services. Donc on fait 20% de prélèvements, et c'est en Aquitaine, tout le monde à 20%, y compris les universités de Bordeaux, sur les contrats de recherche, et on est passé à 30% à Pau sur les prestations de services, par le fait que, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a obligation de résultat, et de toute façon, aucun retour de pays, donc aucun retour de royalties, de quoi que ce soit à terme, et donc on met plus le paquet là-dessus. Et sur ces 20% de prélèvements, on est passé à 20% il y a 2 ans, 5% ont été rajoutés justement pour le soutien aux infrastructures, c'est-à-dire que ça retourne, c'est pour l'établissement pour maintenir l'infrastructure. Et les 15% reviennent au labo de toute façon à un moment donné, puisque c'est un soutien à la recherche. Moi je donne l'exemple de ce qu'on a fait, mais c'est un peu différent parce que le taux peut paraître faible, mais c'est un calcul à partir d'une assiette qui est large, c'est-à-dire que nous on est sur 10%. Alors on appelle ça de contribution universelle au fonctionnement de l'université, donc qui inclut ça, mais c'est sur l'ensemble des ressources contractuelles qui sont passées par les composantes. Donc c'est surtout. Et c'est au directeur d'unité de pouvoir moduler. Et ça inclut des subventions. Donc on s'est arrangé pour les ANR pour ne pas pénaliser les gens, qui aient les 4% de gestion, plus une partie du préciput qui est considérée comme gardée à ce titre-là. Sur le modèle européen, sur le nouveau modèle européen, les 25% d'overhead, ça veut dire qu'il y en a, on va dire, il y a 12,5%, enfin quand on prend, qui reviennent directement à l'université sans qu'il y ait de discussion en centrale et les autres labos. Mais ça permet aussi de responsabiliser, alors au-delà du taux, hein, parce qu'on a fait quelques exceptions, je peux en donner. Au-delà du taux, ça permet aussi de responsabiliser quelquefois le directeur d'unité, dans le cadre-là, sur une négociation, parce qu'il y a des contrats que les labos veulent pour un partenariat particulier avec une entreprise qui a une valeur certaine, et donc ça leur donne une marge de négociation en interne par rapport au service de valorisation. Parce que dans certains cas, finalement, le know-how peut ne pas les intéresser parce que la recherche qui est derrière les intéresse beaucoup. Alors que donc, dans d'autres cas, ils doivent pouvoir valoriser beaucoup plus largement qu'à un seuil de 15% parce que celui qui est en face a les moyens de payer, pour faire simple. Donc c'est cette souplesse-là qu'on essaye d'introduire. Je n'ai pas encore le retour global, hein, parce que ça a été un changement au moment de la fusion, mais c'est une idée aussi de dire que si on met tout au même seuil, de temps en temps, ça peut poser un problème dans des négociations très particulières que nos labos en haut, enfin des petites boîtes ou des boîtes particulières, et si on cadre trop, on casse ça aussi. Si ça vous intéresse, on a un schéma complètement différent, c'est au coût réel. C'est-à-dire que c'est le laboratoire qui fait les prélèvements qu'il veut, et nous, on facture le laboratoire le coût d'hébergement. Et on vérifie a posteriori
qu'on reste sur des bornes qui sont cohérentes avec ce que font nos partenaires, Université Paul Sabatier, CNRS, etc. Ouais. Mais on est sur le coût réel. Et on compte facture d'électricité, facture de etc. Et le prélèvement que l'on fait, c'est 2,5. Et 2,5%, oui, mais d'un autre côté, c'est uniquement pour financer notre SAIC. D'un autre côté, tu leur fais payer l'électricité, le gaz. Non, mais c'est pour ça, quand on dit prélèvement, c'est vachement difficile de savoir de quoi on parle. Parce que, en fait, qu'est-ce que vous payez dans vos établissements? Et quand on fait l'analyse, tout le monde ne paye pas les mêmes choses et tout le monde ne facture pas les mêmes choses aux équipes de recherche. Donc, je peux vous dire que c'est très très simple. En théorie, on leur facture tout. Et à ce moment-là, on prélève 2,5. Par contre, pour finir, il y a un moyen quand même qui n'est pas mis en œuvre partout, c'est d'avoir une comptabilité analytique précise qui est prévue, pas juste pour embêter, pour avoir les coûts réels d'un certain nombre de choses. Parce que moi, je peux vous dire dans mon établissement que quand on a mis des compteurs d'électricité à certains endroits, on a été extrêmement surpris de ceux qui consommaient, de ceux qui ne consommaient pas, parce que il y avait un cluster de calcul qu'on n'avait pas vu, parce qu'il y avait un certain nombre d'équipements, etc. Ne serait-ce que sur l'électricité, coût lié au process. Oui, mais... Nous, sur les contrats industriels, comme je l'ai expliqué, on travaille au coût complet, hein, donc, et le coût de la DGRTT est inclus dedans, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément... C'est des coûts moyens, parce qu'on n'a pas forcément partout... les moyens d'aller chercher, par exemple l'électricité sur le campus Jussieu, on n'a pas de compteur pour chaque bar et donc on est obligé de faire un coût global qui évidemment va pas au mètre carré, qui va pas différencier a priori les maths, la physique, etc. quoi. À titre d'exemple, Philippe Auger est sorti donc je peux parler, sur le blog du campus Triolet, pour ce qui est de l'UMR, donc Institut Charles Gerhardt, la dotation a été calculée en fonction aussi des coûts, des fluides. Et il faut savoir qu'on a un cluster de chimie théorique qui consomme énormément, qui est le plus gros consommateur d'électricité sur le campus Triolet, et il en a tenu compte. Donc il y a des calculs qui se font comme ça au coût réel aussi. Hein. On a le même exemple quand on a mis au coût réel sur une UMR de chimie où on s'attendait à des coûts et les coûts de clusters. Et comme on trouve des clusters un peu partout, hein, parce qu'on en trouve dans les labos de maths, dans les labos de mécanique et de mécanique des fluides, etc., on voit que c'est un coût process qui est relativement élevé. Puis après, en médecine, biologie, il y a des coûts qui sont aussi très élevés parce que derrière, ils peuvent avoir des clusters, des appareils, des frigos, des congélateurs, donc on a des coûts de process quand même qui sont élevés. Et dans une université pluridisciplinaire, il faut quand même qu'on ait un affichage de ces coûts-là parce que si on aide au process, je dirais pour les sciences et techniques, on doit aider aussi à d'autres formes de process qu'on va voir en maths ou en SHS ou en droit éco-gestion ou pour pouvoir se développer de la même manière. On a entendu le témoignage des maths, hein, mais je pense que je regarde Jean-Émile, c'est exactement ce que demandent chez nous les sciences humaines et sociales pour pouvoir développer le partenariat. Il leur faut des bras aussi. Donc ce sera peut-être à inclure aussi dans ces prévisions. Messieurs, puisqu'on était paritaire à la tribune, je vous remercie beaucoup de vos interventions. Donc on va en faire une synthèse et puis la diffuser à l'ensemble des présidents et vice-présidents par le réseau. Merci à toutes et à tous d'avoir passé ce moment fort intéressant ensemble.